عسلامة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو. حاضر معنا ضيف خاص اليوم، اكيد سمعتوا لا باند انونس كي بارلي دو سيت انترفيو. الحوار هذا مش طول عليكم مع السيد دومينيك دو فيبان، وزير الاول السابق لفرنسا، كان وزير خارجيه سابق، ايضا وزير داخليه وعديد المناصب. نرجع نحكيو على هذايا من بعد. في سؤال خاص حبيت نختم به الحوار هذايا، باش نحكيو في عديد المواضيع، نحكيو على نوفيل اوردر ايكونوميك اللي هو كان موضوع ايام المؤسسه في دورتها 39، اللي كان حاضر اون طونك كينوت سبيكر في الافتتاح. باش نحكيو معاه على المؤسسه، باش نحكيو معاه على الجيوبوليتيك، باش نحكيو معاه على لي غران بلوك، على عديد المواضيع اكيد داكتواليتي. هذايا الكل في هذا الحوار. ساعة نرحبوا بضيفنا. بونجور، merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour. Merci. Alors, je parlais, vous l'aurez deviné avec quelques mots en français, donc je parlais également d'un nouvel ordre économique mondial, et c'était l'un des sujets sur lesquels vous êtes intervenu donc, à l'occasion de la 39e édition des Journées de l'entreprise à Sousse, organisée par l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Alors, vous parlez bien avant, depuis même longtemps, de la fin d'un ordre mondial hérité de l'après-guerre. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une simple transition ou nous sommes déjà dans un nouveau monde ? On est déjà dans un nouveau monde et il suffit de regarder ce qu'était l'ordre international de 1945, fondé sur le droit et non sur la force, fondé sur la perspective d'avancer vers la démocratie libérale et non la démocratie illibérale, fondé sur le libre-échange et non sur le protectionnisme. Donc on a changé de monde à la mondialisation que nous avons connue à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui était une mondialisation avec un horizon toujours plus élargi, a répondu également une fragmentation du monde en blocs, en zones d'influence. Et tout ceci, c'est la situation d'aujourd'hui dont il faut prendre compte. C'est irréversible ? Rien n'est irréversible et le monde change. Ce qui est certain, c'est que depuis une trentaine d'années, l'accélération du monde est considérable. 1979 marque un changement important pour les révolutions conservatrices en Occident, mais aussi en Orient, avec la révolution iranienne. 1989, c'est à la fois Tiananmen et c'est en même temps la chute du mur de Berlin. 2001, c'est le choc aux États-Unis. Et puis, l'enchaînement n'a cessé de s'accélérer. L'Afghanistan, l'Irak, 2008, les crises financières, 2011, les printemps arabes, et puis le rendez-vous de 2022 avec l'agression russe en Ukraine, et 2023, la tragique guerre de Gaza, après la tragédie du 7 octobre. Donc on voit bien que cette accélération, c'est la caractéristique du monde d'aujourd'hui. Et puis encore un changement formidable avec l'avènement du deuxième mandat de Donald Trump, les taxes commerciales, la nouvelle vision du monde avec cette stratégie de sécurité qu'ont défendu les États-Unis il y a quelques jours, qui est un regard complètement différent de celui que nous connaissions, avec une volonté de désescalade vis-à-vis de la Chine, une volonté de dégel vis-à-vis de la Russie, et une forme de mépris, de rupture avec l'Europe. C'est effectivement un ordre qui change à toute vitesse, ou plutôt un désordre qui ne cesse de s'accroître. Désordre. Alors, que prédisez-vous ? C'est une question que j'improvise. Que prédisez-vous peut-être pour les prochaines années ? Vous avez bien relaté tous ces grands changements qui ont eu lieu et on a l'impression que c'est cyclique, qu'il y en a d'autres, que c'est inévitable. On a l'impression. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver dans les 10 prochaines années ? Alors, je parlerai plutôt que de prévisions, de défis, parce que je fais partie de ceux qui se veulent parmi les réalistes dans l'ordre international. Quel est le grand défi que nous avons ? Nous sommes dans un monde de désordre, nous sommes dans un monde d'imprévisibilité et nous sommes dans un monde d'instabilité. Donc il faut tout faire pour donner plus de prévisibilité et plus de stabilité. Et le premier devoir que nous avons dans les prochaines années, c'est dès lors que nous constatons une mondialisation qui se fragmente
en grande zone géographique, en zone d'influence. On le voit dans l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine. Il y avait la doctrine Monroe en 1823, et il y a le nouveau regard que les États-Unis portent sur l'Amérique latine, qui est la volonté de reprendre en main, en particulier par rapport à la concurrence de la Chine. Eh bien, nous devons tirer les leçons, nous aussi, Européens, habitants du Maghreb, de l'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est que cette proximité qui existe entre l'Europe, le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient, cette proximité, c'est une chance. Et nous avons à mettre en place une politique de voisinage qui nous permette de tirer parti de cet avantage que nous confère la géographie, avec des chaînes de valeur qui peuvent nous relier davantage et plus efficacement, avec des avantages comparatifs, la proximité pour un certain nombre de productions, avec la capacité à mieux contrôler certains phénomènes, je pense à l'immigration, certains trafics, pour rajouter de la stabilité face à cette instabilité qui monte. Donc, dans un monde en désordre, le pari qui est le nôtre, c'est celui de la maîtrise, c'est celui qui est du contrôle. Quand on regarde les nouveaux empires qui se sont affirmés sur la scène internationale, la Chine, les États-Unis, la Russie, quel est le premier stade auquel ils s'attellent? Mieux contrôler leur environnement, faire en sorte de mieux maîtriser, sortir de ces zones d'incertitude. Eh bien, je pense que nous avons beaucoup d'incompréhensions qui se sont accumulées entre l'Europe, le Maghreb, l'Afrique au cours des dernières années, des dernières décennies. Et nous devons réintroduire du dialogue, réintroduire de la compréhension. Et donc, la première étape, c'est de sortir de la logique ancienne, qui était celle de la relation nord-sud, de l'aide au développement, d'une vision inégale du rapport de force, pour rentrer dans un nouvel âge qui est celui de l'égalité, qui est celui d'une relation fraternelle entre ces zones, et donc la mise en place d'une politique de voisinage. Quand on parle entre voisins, on parle à égalité, en mettant en place des instruments qui vont nous permettre de mieux commercer ensemble, de mieux nous développer ensemble, de mieux prendre en compte les difficultés de l'autre, et donc de nourrir des partenariats qui vont nous rendre plus forts dans un monde plus dangereux. Alors, je vais faire un parallèle et je vais rebondir du coup pour le monde de l'entreprise. Et qui connaît, en tout cas l'économie aujourd'hui, elle connaît un retour de la géopolitique dans l'économie. Et aujourd'hui, les entreprises sont rattrapées par la géopolitique. Donc on parle de sanctions, vous évoquez, de protectionnisme, chaînes de valeur, vous l'évoquez il y a quelques instants, mais je dirais c'est des chaînes de valeur qui sont fragmentées. Et donc, est-ce aujourd'hui la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue? Et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, comment elles doivent en fait penser désormais leur avenir? Et est-ce que, j'ai envie même de souffler un début de réponse, est-ce qu'elles doivent agir comme des acteurs géopolitiques aujourd'hui? Voilà. Comment doit se comporter l'entreprise dans tout cela? Les responsabilités de l'entreprise, les devoirs de l'entreprise dans un monde instable sont évidemment plus grands et différents de l'ordre précédent. Dans l'ordre précédent, il y avait des règles auxquelles on pouvait se raccrocher, il y avait des garde-fous, il y avait des institutions internationales. La multipolarité d'aujourd'hui s'accompagne d'une remise en cause du multilatéralisme. Donc nous sommes dans un monde qui est une sorte de jungle que nous avons vu se développer au cours des dernières années. Il faut prendre en compte ce contexte. Et les entreprises doivent donc s'appuyer sur des territoires, doivent s'appuyer sur des zones géographiques qui sont susceptibles d'être mieux maîtrisées, d'être plus accueillantes. Et c'est pour cela que j'appelle l'Europe et le Maghreb à faire ce travail pour, en quelque sorte, développer un écosystème. Nous avons la Méditerranée en partage. C'est une chance. Et cet écosystème commun, il doit nous permettre d'avancer ensemble, de développer des marchés ensemble, en tirant avantage des compétences des uns et des autres. Regardez le formidable saut technologique qu'a fait la Tunisie dans les dernières années. Et c'est un saut technologique qui s'accompagne d'étudiants très bien formés, d'entreprises comme Instadid, qui sont des entreprises qui ont réussi dans l'esprit de ce que le président Macron appelait la Start-up Nation. Elles ont réussi à
changer d'âge, à faire un saut en avant technologique absolument formidable. Eh bien, ces écosystèmes, nous devons faire en sorte de mieux les marier, de mieux les développer, de façon à ce que nous puissions tirer parti de ces progrès technologiques de part et d'autre de chacun de nos pays. Ça veut dire une stratégie de territoire, ça veut dire aussi d'être mieux capable d'optimiser les atouts que nous avons. Il y a une diaspora tunisienne, algérienne, marocaine, très importante dans l'Union européenne et particulièrement en France. Il y a de part et d'autre des esprits inventifs, des esprits créatifs, des esprits très portés vers le développement entrepreneurial. Eh bien, mettons à profit ces savoir-faire, mettons à profit ces diasporas qui connaissent les deux rives de la Méditerranée pour essayer d'élargir nos capacités à investir, à avancer dans des partenariats féconds pour l'ensemble de nos pays.